we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. One girl, can you tell? I'd like to see that I see. Call it leverage, I call it diamond security. Got my town to follow your trail. Headed to her Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up at night. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up at night. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up at night. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. One girl, can you tell? I'd like to see
perfection. I wrote the dice, and I read him twice. 'Cause something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years, and 2,000 years. Where you go from now, can you tell? I'd like to see everything that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got the town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Et voilà, c'est la revue de presse du Monde Moderne qui commence en mode dégradé, hein, en ce moment, vous avez compris. C'est pas le réseau qui fait qu'on a le meilleur flux, donc j'ai changé un peu le setup pour que le son normalement est bon, l'image normalement ça passe en plus petit, du coup ça fait moins de bugs, j'espère. Voilà, donc c'est la revue de presse du Monde Moderne en mode dégradé depuis la station spatiale. Non, je ne suis pas dans la station spatiale. Et oui, on va parler bien sûr de la marche pour la 6ème République. On va aussi parler bien sûr de cette interview formidable d'Olivier Véran dans Le Parisien aujourd'hui en France, le canard à nanar, Bernard Arnault. Vous allez voir, c'est une interview qui va égayer votre matinée, je crois. Et je vais faire un peu comme Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué! Parce que c'est vrai, la semaine dernière, j'étais pas super présent pour la revue de presse, étant souvent par Mont et par Vaux. Pour la pièce, cette semaine, si vous voulez voir L'homme qui tue Muammar Kadhafi, on joue à 10 dans la Drôme jeudi soir. Voilà, donc n'hésitez pas. Je mettrai les infos sur tous les réseaux. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. L'objectif, c'est toujours 600 abonnés. On en est loin, hein. On a perdu des abonnés parce que les gens ne se réabonnent pas. Alors, il y en a plein qui se réabonnent, hein, et depuis 4 mois, depuis 5 mois, depuis 10 mois. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse sur tous vos réseaux sociaux dès qu'elle est live. Les replays également sur YouTube, vous abonner sur tous nos réseaux, et puis patreon.com/le monde moderne. Pour les enfants de la balle que nous sommes, nous avons besoin de votre soutien pour continuer à faire ce travail phénoménal, Antoine et moi, mais aussi plein d'autres. Timmy dans la mine qui bosse gratos certes, mais qui a besoin quand même de patates des fois pour Noël, et Noël c'est bientôt, déjà on passe à l'heure d'été, donc n'hésitez pas, je compte sur vous. La revue de presse, c'est grâce à vous qu'elle est aussi populaire. Eh bien on va continuer pour taper les 2000 en live et au-delà, bien entendu. Allez, alors je vais commencer par un édito, bien grand mot en réalité, un petit commentaire sur l'actualité. Et oui, hier, 100 000 personnes, voire plus selon les organisateurs, 12 selon le préfet allemand, dans les rues de Paris pour marcher pour une 6ème République et soutenir le programme de Jean-Luc Mélenchon, L'Avenir en commun. Un discours qui fait appel à la responsabilité personnelle, au choix de société aussi, deux sociétés qui s'affrontent, celle du néolibéralisme, de la privatisation, de l'achat pour tout finalement, de la compétition de tous contre tous, et celle de la solidarité. Alors oui, elle a un coût évidemment, elle n'est pas forcément celle qui plaît le plus au CAC 40, mais elle est indispensable pour les solidarités. Et qu'est-ce qui reste à la République? Liberté, égalité, fraternité. Alors certes, Bernard-Henri Lévy va taguer cette devise loin en Ukraine, et c'est pour lui un geste de combat extraordinaire, on le verra tout à l'heure, mais il faut que cette devise républicaine, elle vive, et pour qu'elle vive, il faut un programme qui ne met pas au boulot les enfants dès 12 ans, qui ne pousse pas l'âge de la retraite à 65 ans pour faire des économies, qui ne brade pas les services publics pour les profits des cabinets de conseil. Et puis les cabinets de conseil, revenons-y, parce que c'est un scandale qui devrait
devrait aujourd'hui disqualifier à jamais Emmanuel Macron et sa clique de se représenter des milliards dépensés dans les cabinets de conseil pour nous maltraiter, nous les Français, avec cette politique d'ingénierie sociale. Vaccinez-vous, faites vos passes, et puis les radars, et puis ce que vous voulez. Enfin bref. Oui, je suis en colère et vous êtes nombreux à être en colère. Alors cette colère, elle doit trouver une issue dans les urnes. Il faut... Pour cela, je pense, mobiliser le plus autour de vous. Votez ce que vous voulez, mais votez tout sauf Macron. Rappelez-vous cette une de Libé, votez ce que vous voulez, mais votez Macron. Là, c'est l'inverse. Et pourquoi pas rêver d'un deuxième tour sans Emmanuel Macron? Parce que quand on voit le niveau de la propagande de ce président déconnecté du réel, on peut se dire qu'il est seul. Regardez, ça c'est chaque semaine ce que fait le candidat Macron. Eh bien, c'est une série qui s'appelle Le Candidat, qui n'est pas sur Netflix, qui pourrait, hein, mais qui est sur YouTube. Et donc, il se met en scène comme un candidat. Et regardez la mise en scène du dernier épisode, c'était vendredi dernier, où on le voit déambuler de nuit sur un quai tel un vampire, cherchant de nouveaux coups à sucer. Bonjour. Bonne course. Je m'entraîne pour le marathon là. Ouais. Ah, je t'aimerais pas, j'ai d'autres échéances. D'autres moments plus importants. Non mais vous le faites, c'est début avril là. J'en ai qui le font dans l'équipe là. Vous avez qui le font? Ouais, il est pas là. Karim il le fait. Bonjour. Vous le faites en combien? J'ai essayé moins de 3 heures. Ouais, vous êtes une brute là, c'est tombé. Ah ouais, vous en avez déjà fait Regardez combien? dans le fond. 2, mais j'avais pas le temps de m'entraîner à cause du travail et là l'idée c'est de Vous avez fait lesquels? parier à chaque fois. Et vous avez fait en combien de temps? 4 heures. Donc là c'est Vous avez fini les deux. Oui. Et là vous êtes confiant sur le moins de 3 heures? Bah heureusement avec le travail c'est un peu calmé donc j'ai un peu plus de temps pour m'entraîner. On verra. Ah, c'est une autre dimension là pour moi. Bon bah je vous dis merde hein. Ouais, exactement. Bon courage. Bon courage à vous. Monsieur le Président, quel honneur de vous voir. Bonjour mesdames. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites de beau? Moi je suis au télé. Bonne campagne. Au télé, un petit hôtelier. Où ça? Ah Malakoff. Vous êtes en quelle année là? Ça. Bon et ça se passe bien s'il vous plaît? Bon allez, on arrête là. Vous avez vu, c'est super bien joué, tous ces acteurs. Alors le quai est sécurisé, bien entendu. Vous avez tous les mecs du service d'ordre qui sont cachés, hein, qui essayent de ne pas être dans le champ de la caméra. Puis il y en a un qui arrive, qui fait le rabattage. Et puis ce jogger hein, qui arrive. « Oh, monsieur le président, moi je fais le marathon. » Ah bah oui, moi c'est une autre échéance, hein, un peu plus grave. Bon, moi franchement, vous m'avez demandé de faire Nicolas Sarkozy parce que je sais que vous adorez ça. Bon, est-ce que j'aurais fait une chose pareille? À mon temps, j'avais fait Nicolas Sarkozy TV. Bon, ça avait autrement plus de gueule. Et franchement, j'allais à la rencontre des Français, mais dans mon plus simple appareil, pour ainsi dire. Enfin, j'étais pas nu, évidemment, mais j'étais nu des sentiments. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait rien de joué. D'ailleurs, entre moi et les Français, il n'y a jamais rien de joué. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, comme le dirait Olivier Véran ou Jérôme Cahuzac. J'ai toujours aimé ce pays et j'ai jamais pu lui redonner plus qu'il m'a donné. Alors quand je vois cette mise en scène du président Macron, j'ai envie de lui donner des cours, au moins de lui donner un petit soutien personnel. Je ne l'ai pas fait dimanche, pas encore, parce que je ne voudrais pas faire trop de peine à Valérie, qui est déjà bien misérable en ce moment. Mais si jamais je devais, je le ferais parce que c'est l'intérêt de la France. Hein? Pas parce que j'aime M. Macron. M. Macron, c'est quelqu'un que j'apprécie, tout comme Brigitte, qui est charmante. Avec Carla, elle a toujours été aux petits soins. Mais ce que je veux, moi, c'est l'intérêt d'abord du pays. Voilà. Alors, j'ai pas fait... j'ai fait des vidéos où je courais. Moi, c'est moi qui courais déjà. Hein. C'était un peu plus physique. Et puis, j'ai jamais menti. Les yeux dans les yeux. Allez, un menteur professionnel. On y va direct. Je vous parlais de l'interview d'Olivier Véran dans Le Parisien. Vous allez voir, c'est juste phénoménal. On commence par le mensonge. Alors là, vous pouvez clipper, hein, soyez prêts. Voilà ce que déclare Olivier Véran. Avec la guerre en Ukraine, le spectre d'une menace nucléaire est réapparu. Pourquoi ne donnez-vous pas l'état des stocks d'iode ? C'est une donnée classifiée, hein, car liée à des questions de conflit. Mais je peux vous dire, les yeux dans les yeux, que nous avons assez d'iode pour couvrir tous les besoins de la population si c'était nécessaire. Alors, les yeux dans les yeux, c'est la formule consacrée par Jérôme Cahuzac pour dire « Je te raconte un énorme bobard et je t'encule, toi le français moyen. » Et en fait, je raconte n'importe quoi. Et bien, que fait Olivier Véran ? Eh bien, il raconte n'importe quoi.
Pourquoi? Eh bien, je vous explique. Les stadiodes, figurez-vous, le député François-Michel Lambert avait posé une question le 14 avril 2020 qui avait demandé d'ailleurs à Véran, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, sur les stocks français de comprimés d'iode stables utilisés dans le cadre d'accidents nucléaires ou radiologiques, en demandant quelle était la gestion déficiente des stocks, suite à la gestion des masques, où on en était des pastilles d'iode. Est-ce qu'on avait assez de pastilles d'iode? Et voilà la réponse qui a été rendue par le gouvernement, le ministère de M. Véran aux hôpitaux, qui a été rendue le 23 novembre 2021. Donc question posée le 14 avril 2020, réponse donnée le 23 novembre 2021. Il ne faut pas être pressé pour avoir une réponse du gouvernement. Et voilà la réponse donc des services d'Olivier Véran qui nous dit les yeux dans les yeux que c'est confidentiel parce que bon, c'est en termes de conflit. Conformément au plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, les stocks stratégiques de l'État visent à permettre une distribution de comprimés d'iode stable en tout point du territoire en situation d'urgence aux populations résidentes en dehors des zones géographiques correspondantes au plan particulier d'intervention délimité autour des centrales nucléaires de production d'électricité, soit 60 millions de personnes. Ainsi, les stocks stratégiques visent à avoir 130 millions de comprimés d'iodure de potassium. À la date du 29 juin 2020, question était posée, le stock de comprimés d'iode stable s'établissait à environ 95,7 millions de comprimés. Voilà, on a le chiffre, Olivier. Olivier, on a le chiffre, c'est pas confidentiel en cas de conflit. Faut arrêter les conseils de défense sanitaire, là, faut arrêter les conneries. C'est fini, c'est plus secret défense. On a le droit, c'est la démocratie, c'est transparent. Et donc, il nous manque, oui, il nous manque quand même quelques 34 millions environ de pastilles d'iode. Voilà, puisqu'il en faudrait 130 millions de comprimés, qu'on n'en a que 95,7 millions stockés. Alors, sans doute, certains sont même périmés, comme les masques. Donc, encore un gros foirage, comme les masques, sur la question des pastilles d'iode. Est-ce que vous voulez sérieusement redonner une mandature à ces gens-là, qui nous ont quand même baladés pendant 2 ans sur la crise du Covid, et qui là, alors même qu'on n'a pas encore d'accident nucléaire majeur, commencent déjà à vouloir nous balader? Franchement, qui vote pour ça, sérieusement? Voilà, donc le mec les yeux dans les yeux, c'est une Cahuzac, il nous fait une Cahuzac, bon il est pris en flagrant délit de mensonge, c'est pas la première fois, c'était sur les trains sanitaires, ça a été sur les masques, ça a été sur les injections, enfin bref, j'arrête de faire la liste, c'est insupportable. Alors si les Français veulent être pris pour des cons, ils mettent un bulletin Macron, c'est aussi simple que ça. Par contre, s'ils veulent tout arrêter, on peut voter autre chose. Là, c'est quand même impressionnant. Voilà. Donc la réponse, elle existe. Et Olivier, je suis désolé de te le dire, il manque 34 millions de petites pastilles d'iode. Voilà, c'est comme les masques, il n'y en avait pas, mais ça servait à rien. Bon là, ils vont nous dire, mais non, mais c'est bon, ça sert à rien en cas d'accident nucléaire. Prenez comment ça s'appelle là? Oui, le paracétamol. Prenez du paracétamol. Et du Tang. De toute façon, vous avez stocké du Tang, tous les trucs en poudre. Donc vous prenez du Tang par le nez, par tout ce que vous pouvez, et hop, vas-y. Mais vous allez voir, plus tard dans la revue de presse, une start-up est sur le coup, une start-up biomédicale qui aurait des médicaments en cas d'accident nucléaire. Parce que la petite musique revient, Et si un risque nucléaire majeur arrivait, parce que c'est la guerre, les gars, et là, ce sera une guerre nucléaire, si jamais les Russes veulent aller jusqu'au bout, et les Américains aussi. Alors que faire? Que faire si c'est la guerre? Construire un abri anti-atomique. Vous allez voir, ça, c'est génial. Alors oui, j'imagine que le flux vidéo n'est toujours pas au top, je suis désolé, on fait ce qu'on peut. Mais c'est la revue de presse en mode dégradé. Bientôt, je reviens avec une War Room, un setup incroyable, une connexion haut débit, et vous allez voir, ça va chier. Oh, vraiment. Mais vraiment. Alors... Non, mais les pastilles d'iode, c'est complètement surfait. Alors, je vous lis la suite de l'interview quand même, parce que là, on parle des pastilles d'iode, mais on va revenir à l'interview d'Olivier Véran, parce qu'il n'y a pas que les pastilles d'iode dans l'interview. Il y a quand même tout un truc où tu te dis quand même, mais comment c'est possible de raconter des cracks pareils? Bon, en même temps, c'est son métier, vous allez me dire, mais quand même. Alors, cette semaine, la barre des 100 000 cas de Covid par jour a été franchie contre 75 000 durant celle d'avant. Êtes-vous inquiet? Nous sommes vigilants depuis 2 jours, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus. On s'attend à voir monter les contaminations jusqu'à fin mars, avant une décrue en avril.
Il n'y a pas de signal inquiétant en réanimation. Ce rebond européen est lié au variant BA2, très contagieux, et le risque est plus important pour les plus fragiles et les non-vaccinés. C'est pour cela que nous invitons à porter le masque et à faire leur vaccination de rappel. Alors, il faut dire que même la 4e dose chez les résidents d'EHPAD, elle est moins efficace de plus en plus vite. La dose, ça dure une semaine. Non, ça dure même pas 3 mois maintenant. On était sur du 4 mois. La 4e dose pour les plus âgés, c'est quand même pas génial, mais bon, c'est pas grave, on continue. Il n'y a pas le choix, il n'y a que ça. Alors, mais quand même, malgré ça, vous avez levé l'obligation du port du masque, le pass vaccinal. Électoraliste, jugent vos opposants. Alors, est-ce que c'est le ministre de la Santé qui a, vous, le soutien du candidat Macron ? Non, c'est pas électoraliste du tout. Ben non, c'est pas ce qu'il dit. Quand on l'élève, les mêmes nous disent que c'est électoraliste. On les aurait laissés, ils auraient dit que c'était fait exprès pour entretenir un climat de peur. Alors, notre seule boussole a été la sécurité et la santé des Français. Si un nouveau variant nous menaçait, nous agirions immédiatement, élection présidentielle ou pas. Beaucoup de nos voisins allègent leurs mesures, comme nous, et ceux comme l'Italie, qui conservent le pass vaccinal, ne sont pas plus épargnés que nous. Donc Olivier Véran nous dit, encore une fois, c'est la 2e fois en 2 semaines, qu'il nous dit que le pass vaccinal ne sert à rien. Alors il serait temps de le supprimer, et non pas seulement le lever. Un petit cours de... puisque même le ministre de la Santé est d'accord, c'est complètement bidon. Vous dites que le masque ne sert à rien. Non, je dis que BA2, comme Omicron, parce qu'il est très contagieux, désout partiellement les mesures classiques de freinage. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de l'imposer à toute la population française des restrictions vécues par beaucoup comme excessives au regard de la dangerosité actuelle. Mais ça n'a jamais été non plus trop... Enfin bref, je veux pas, mais c'est... le narratif là, qui s'est essoufflé, qui là est tombé dans le fossé, où tout le monde voit que c'est quand même... Vous êtes foutus de nos gueules pendant 2 ans. Ça se voit, ça fait mal. Eh ben non. Eh ben le mec continue et il te rajoute un surmensonge sur la pastille d'iode. Des fois qu'on voit plus les mensonges sur le Covid. Ensuite, il nous parle de Marine Le Pen, de Gérard Larcher, qui a dit que la légitimité de Macron, s'il n'y avait pas de débat, c'était nul. Il a dit c'est grave qu'un aussi haut responsable institutionnel puisse tenir un tel propos, surtout quand il est à ce point décalé de la réalité. Bah oui, bien sûr. Ah oui, la réélection d'Emmanuel Macron signifierait-elle le parachèvement de la reconstruction du paysage politique entamé en 2017, la fin du PS et de LR? Mais le parachèvement, il est fait. La fin des partis tels que nous les avons connus est déjà une réalité. Le PS est déjà mort. Alors il faut savoir qu'Olivier Véran vient du PS. Et donc la Macronie était le radeau de sauvetage des pires carriéristes du PS, donc ils ont réussi. Anne Hidalgo va juste payer la couronne mortuaire. Et pendant ta gueule, Anne Hidalgo. Et alors, il en va de la politique comme de la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben oui, regardez, par exemple, des injections à Rennes deviennent vite des milliards de dollars. Hop, ça se transforme. C'est super bien foutu. Les valeurs de gauche ne sont pas mortes. Les valeurs de droite non plus. Elles s'incarnent aujourd'hui dans un dépassement porté par Emmanuel Macron. Le dépassement, le débordement. Allez, ça mérite bien la petite médaille du Fayot du mois. Pas le susboule d'honneur, mais le petit Fayot du mois. En même temps, ça faisait longtemps qu'Olivier n'avait pas parlé. Il revient, ça fait plaisir à plein de gens, notamment les mamies. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce ministre de la Santé, je me ferais bien injecter. Eh ben voilà. C'est formidable. Non, ça c'est simplement de la physique. Le rien de secret, tout se transforme. C'est une base physique. Voilà. Alors, et puis regardez, le géant vert avec le nain jaune. Non, pardon, c'est deux... Non, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bordel de merde. C'est Laurent Wauquiez et Éric Ciotti sur une pelouse. Ils complotent, ils conspirent. Leur but? Prendre la tête des Républicains après la grosse rouste que va prendre Valérie Pécresse. Alors, en vrai, ils sont confiants. Non, Valérie sera devant Éric Zemmour, elle sera au second tour, les Français les adorent. De toute façon, c'est eux qui ont déjà gagné dans le cœur et la tête de tous les Français, mais quand même, ils pensent déjà à l'après. Mais là, j'ai envie de reprendre mon habit d'ancien président et de dire, vous savez, Éric, Laurent, je sais très bien ce que c'est que diriger un grand parti présidentiel que les Français adorent. Après, ça nécessite une stature d'homme d'État, pas simplement de discuter sur un gazon. Enfin, c'est pas sérieux, les garçons, il faut vous reprendre. Ce grand parti que j'ai flingué en partie parce que je veux que personne soit plus haut que moi. Bon, c'est quand même facile de voir que vous allez nulle part, les gars.
à part dans le mur. Enfin, c'est pas ma faute, hein. Ça, c'est les électeurs qui décident. C'est les Français. Et les Français, ils m'aiment. Pas vous. Eh oui, c'est comme ça. Eh ben ouais, c'est comme ça. Mais bon, imaginez quand même, Laurent Wauquiez a quasiment gagné, hein. Toutes ses idées, c'est chez LR. Et vous allez voir, il n'y a pas que LR qui essaye de faire de la défaite une victoire par la suite, hein. Les communistes, par exemple, qui veulent le remboursement de leur campagne pour être une opposition forte par la suite. Mais aussi le Parti Socialiste, qui sait très bien qu'il a perdu, mais vraiment, vraiment perdu, et qui se dit, bon, il faut qu'on s'appelle les progressistes malins. À l'inverse des lapins crétins, un truc comme ça. Bon. Et puis on parlait tout à l'heure de pastilles d'iode, de menaces nucléaires, et vous allez me dire, oh mais Poulain, mais cette revue de presse alors, toujours catastrophiste, alarmiste. Non. L'idée de cette revue de presse, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est de lire la presse des oligarques, des milliardaires, tous les matins pour voir comment on nous parle. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit dans Le Parisien, le journal qui appartient à Bernard Arnault? Eh bien, que les abris anti-atomiques, on la cote. Et oui, c'est super. Alors, vous allez me dire, mais combien ça coûte? Comment on fait pour en avoir un? Est-ce que c'est à la mode? Est-ce que c'est mieux d'avoir une Tesla ou un abri anti-atomique? Alors, globalement, c'est mieux d'avoir un abri anti-atomique. Alors, la demande explose, hein. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des milliers de Français se renseignent auprès d'entreprises spécialisées pour construire un abri anti-atomique dans leur jardin. Alors, c'est à peu près les mêmes boîtes qui font les abris de jardin, hein. Tu peux en acheter un chez Castorama? Quasiment non. Ça coûte un petit peu plus cher. Mais en fait, ce qui se passe... Enzo Petron, patron d'Amesis Bâtiment, leader du secteur en France, nous dit qu'il enregistre une demande toutes les 20 minutes contre une dizaine par mois d'habitude. Ça explose. Alors il y a plusieurs budgets, hein. Vous voyez, c'est une construction... On entre par une trappe, il y a un sas d'entrée, des éclairages, hein, qui respectent le cycle du soleil, il y a des toilettes, il y a des stocks pour mettre le tang, la farine, tout ça, il y a une petite cuisine, des couchages, un chauffage, une sortie d'urgence, un filtre à charbon actif pour le rayonnement nucléaire, éviter ça, des armatures métalliques contre les effets électromagnétiques, des systèmes de communication vers l'extérieur, alors visiblement c'est un téléphone portable tout simplement, et puis de la ventilation. Alors, comment ça se passe? C'est du béton armé, la construction. Ça se met plutôt en souterrain, hein, puisque une explosion nucléaire soufflerait tout. La durée de la protection varie selon l'abri, hein. Ça peut être seulement quelques jours. Par exemple, un abri de 6 mètres carrés, il ne faut pas compter rester dedans plus de 3-4 jours. Mais un abri qui coûte plus cher, tu peux rester dedans plusieurs mois, hein. Mais alors là, on passe vraiment dans le premium de l'abri. Et puis, ça peut être de 7 à plusieurs centaines de mètres carrés, puisqu'il y a des abris collectifs. Ou alors, si tu es un gros richou, tu peux te faire aussi ton abri antinucléaire. Alors, le bunker, par exemple, hein, on nous dit, il y en a un qui a été construit discrètement sous le jardin d'un grand terrain privé dans l'Essonne, un abri en béton de 70 places classé NRBCE, nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif. Là, tu peux rester dedans peinard, et ça, c'est censé protéger la famille du propriétaire de toutes les attaques. Au moment de la construction, j'ai proposé à mon client de louer des places pour aider au financement du projet, et ça a marché. Et oui, elles sont parties en 4 jours après le début de la guerre en Ukraine. Le prix de la location d'une place dans un abri de ce type, 10 000 € pour 5 ans. Et les mecs sont prêts à payer, hein, pour vivre une vie de rat le temps que l'air soit à nouveau respirable. Jamais. Non, l'holocauste nucléaire, ça sert à rien de se cacher, hein. Soit tu vis une vie de merde et t'es malade de toute façon parce que tu bouffes que du tang, soit t'es mort et puis voilà. Mais bon, c'est pas grave, les mecs ils se disent comme ça je vais durer. C'est toujours ça de prix. Alors, un abri de 6 mètres carrés, hein, ça suffit pour quelques personnes, quelques heures pour une famille. Il n'y a pas de portrait type, mais on va dire que maintenant, c'est la classe moyenne qui est en train de s'acheter, hein, cette nouvelle qui n'est plus une fantaisie, mais c'est un plus immobilier, hein. Certains voient ça comme une chambre d'amis un peu spéciale, une pièce en plus, hein. Certains veulent y mettre un piano, autrefois. Alors, pour la construction, il y a des petits trucs pour avoir le tampon officiel. Les constructeurs d'abris anti-atomiques ne disent pas que c'est un abri anti-atomique, ils disent que c'est une cave à vin ou un garage, et il faut compter 69 000 € par exemple pour un bunker de 14 mètres carrés. Pour 20 mètres carrés, c'est 100 000 €. Et puis 149 000 € pour moins de 7 mètres carrés, ça dépend un peu des prestations de ce truc-là. Alors attention, si vous voulez vous faire construire un abri anti-atomique, on ne sait jamais. Et c'est comme le bâtiment, hein, il y a des tensions sur tous les composants, donc c'est pas forcément bien. Donc autant s'acheter un abri anti-atomique dans le métaverse, j'ai envie de dire. Comme ça, si jamais la bombe explose, qu'il y a encore Internet, hop, tu mets tes lunettes de réalité virtuelle augmentée, tu vas dans ton abri atomique, tu vis comme un rat de merde, tu respires l'air pourri et t'es mort. Alors, le petit hic quand même de ces abris anti-atomiques, vous allez me dire, ah, c'est quand même génial, pourquoi tu critiques? Ben non, je critique pas, je trouve ça formidable. Est-on bien certain que le bunker permettra de sauver ses occupants?
hein, demande le Parisien. Le souffle ne sera-t-il pas trop violent pour qu'il puisse patienter en avalant des repas lyophilisés en écoutant de la musique pendant que les filtres réguleront l'air en continu? Alors, pour des bombes traditionnelles, ça marche très bien, hein. Mais même une cave fait l'affaire, en général. Hein. Enfin, faut pas que l'immeuble s'écroule sur vous, mais globalement, ça marche. Par contre, si c'est une bombe atomique qui explose, hein, sur un de ces producteurs de bunkers, rien ne sera suffisant. Hein. Si ça explose sur le bunker, bon, c'est mort. Et puis sinon, il faut être à moins de 5 km de distance pour qu'il résiste à un tel choc. Voilà, donc si jamais la bombe tombe à côté de votre abri, c'est du fric foutu en l'air. Hein. Donc autant prendre un abri anti-atomique dans le métaverse, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Et puis après, pour la déco, démerdez-vous. Hein, si vous voulez une photo d'Emmanuel Macron, un truc de fléchette. Enfin voilà. Le monde va bien. Mais alors cette petite musique comme de la guerre nucléaire m'inquiète. Parce que je pense qu'ils sont prêts. Hein. Ils sont dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait péter une bombe nucléaire pour de vrai. Une grosse. Les Américains sont les seuls à l'avoir fait. Sur des populations civiles. Les Français, on l'a fait dans le Sahara, on a rendu malade plein de populations, bien sûr à Tahiti, etc., Mururoa, tout le monde s'en rappelle. Donc des bombes nucléaires ont pété dans l'atmosphère non-stop pour les programmes nucléaires de chaque pays, mais utilisés à des fins militaires, les Américains. 2 fois. Mais c'est le pays de la paix. C'est le pays qui fait ça pour la démocratie. Puis pour voir aussi comment ça marche un peu. Et là, ils se disent, c'est con, les Russes, ils ont des missiles hypersoniques et apparemment, ils les utilisent. Vous allez voir, 2. Et nous, on a plein de nouvelles bombes, tout ça. Ils ont envoyé des destroyers américains qui ont je sais pas combien d'ogives nucléaires dans la mer Baltique. Pourquoi on n'enverrait pas une petite ogive comme ça pour voir comment ça fait maintenant? Mais oui, mais très bonne idée, patron. Mais allez-y, mais qu'est-ce que je suis bête, mais on aurait dû le faire depuis longtemps. Non mais voilà, donc très bon investissement, l'abri anti-atomique, hein, je vous conseille. En ce moment je suis pas en train d'en faire un, mais je suis en train de faire la war room du monde moderne. Vous allez voir, ce sera le lieu où je vais pouvoir streamer en cas d'holocauste nucléaire, si jamais il y a encore du réseau. Bon là vous me dites, bon, c'est bon, putain c'est lundi, il m'a saoulé, ça y est, j'en ai marre, je débranche. Mais en fait, non, vous aimez ça vous faire mal, donc vous restez. J'adore ça. Vous êtes joueur, j'adore ça. Après Omicron, la vague des Covid longs. Oui, bon, alors on a dit, bon, Omicron, allez, ça c'est pas grave parce que tout le monde le sope, mais bon, au niveau des hôpitaux, ça va bien. Alors, faites-vous vacciner quand même, on sait jamais. Mais bon, globalement, qu'est-ce qu'on fait avec le Covid long? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec le Covid long? Eh bien, c'est une question qui a le mérite d'être posée, hein, comme dirait le Suisse qu'on connaît bien. Alors, le ministère de la Santé lance un plan d'action pour mieux prendre en charge les patients atteints de symptômes persistants. 1 million de personnes qui seraient concernées. Et oui, le 14 février, son cœur s'est mis à bondir, son bras a gonflé. Ce coup-là, Mylène, 48 ans, ne l'avait pas vu venir. Elle ne s'attendait pas à ce énième affront du Covid, frappant une fois de plus son corps déjà détraqué depuis 2 longues années. Ce soir-là, je me suis couché avec un 54e symptôme. L'érythrème noueux l'a amené en urgence à l'hôpital à 2 doigts du malaise. Il est le dernier mot posé sur la liste de douleurs sous péricardite, pneumonie, mal de dos terrible, trou de mémoire, hématome, vomissement. Depuis le 27 février 2020, ma vie est un calendrier de l'avent de l'horreur, confie d'une voix forte et courageuse la cofondatrice de l'association Après J20. Et oui, il y a des gens qui ont un Covid long, qui les handicape pour longtemps et ils n'en se sont pas remis. Ce virus a fait beaucoup de mal à tuer et il y a certains qui ont effectivement un Covid super grave, 10% des contaminés apparemment. Et le ministère de la Santé va essayer de voir comment on peut voir ce qui se passe un peu sur ce fléau, parce qu'il y a des inégalités territoriales, bien entendu. Et puis voir si on peut rembourser les soins de ces malades impactés par le Covid. Alors, il y a plein d'études qui sont en cours, notamment une étude sur le risque d'AVC. Et oui, vous allez me dire, ah mais non, mais c'est le vaccin. Non. Alors, attends, c'est plus compliqué. Une grande étude américaine, qui est publiée le 7 février, montre que les personnes ayant été infectées présentaient un risque accru de problèmes cardiovasculaires au moins 1 mois et jusqu'à 1 an après avoir été contaminées, plus 52% pour les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, 72% pour les insuffisances cardiaques et 93% pour les embolies pulmonaires. 150 000 personnes testées positives entre le 1er mars 2020 et le 15 janvier 2021 ont été testées, 2 groupes témoins de près de 6 millions d'individus chacun.
tous des vétérans américains, donc en majorité des hommes blancs et âgés de 61,4 ans en moyenne. Donc c'est une drôle de cohorte, puisqu'on a pris que des hommes blancs de plus de 61 ans. Voilà. Qui doivent être obèses, puisque c'est des Américains, globalement. Donc qui ont déjà des soucis cardiovasculaires, on imagine, ou du diabète, ou ce genre de choses. Bon, oui, il y avait le surrisque. Alors, sans aucun antécédent de troubles cardiovasculaires, était plus élevé chez les malades ayant été hospitalisés. Ceux qui ont fait un Covid grave ont le plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire. Voilà, des séquelles attribuables au Covid, écrivent les auteurs. Et il y a parfois un amalgame, puisqu'on ne parle pas de Covid long, et pourtant c'est un peu de ce dont on parle. Alors on dit, mais oui, et pour les myocardites dus au vaccin, c'est balayé comme ça, regardez, hop, indispensable vaccin. Ces résultats confirment l'importance de se faire vacciner. A estimé auprès du Monde le chercheur et scientifique Ziad Al-Ali, qui les a coordonnées, ces études. Et oui, d'autant plus que la vaccination n'entraîne... Alors c'est là où j'ai fait... D'autant plus que la vaccination n'entraîne pas de risque accru d'infarctus, d'AVC ou d'embolie pulmonaire chez les personnes majeures. D'après 2 rapports réalisés par le groupement EPIFAR, Assurance Maladie et Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Mais alors pourquoi tous ces remontées de... Qu'est-ce que c'est que d'où ça vient alors? Tous ces péricardites, myocardites, embolies, tous ces problèmes, d'où ça vient alors? Donc, vous savez, le pass est levé, l'élection arrive, mais là, on nous parle de 4e dose pour les plus de 65 ans. C'est que le début, mes braves enfants, que le début. Et puis, il y a pire encore. Je dis mes braves enfants, c'est une façon de parler, mais enfin, c'est un truc de dingue. Donc, vous inquiétez pas, la 5e dose, je ne sais plus où on en est, mais ça arrive. Et puis, il y a ensuite un zoom sur un laboratoire qui étudie l'impact du virus sur le cerveau. Et là, Vincent Prévost, un des chercheurs, dit « Le scénario catastrophe serait d'aboutir à une immense vague d'infertilité sur Terre ». Alors, le fait que les femmes aient les règles totalement modifiées par l'injection ARN, ça, on n'en parle pas. Alors, il y a un compte Twitter qui s'est mis en ligne, qui recense les témoignages. Ça commence à alerter les médecins. Mais là, on a fait ça sur des petits hamsters pour voir ce qui se passait dans leur cerveau. Alors, aussi, on a vu que le virus attaquait les parties du cerveau qui généraient les cellules de la reproduction. Parce que bizarrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les... Alors attendez, il faut que je lis parce que c'est technique. Voilà, quel rapport avec la stérilité? En fait, c'est une chose assez folle. À l'état d'embryon, les neurones qui contrôlent la fonction de reproduction naissent dans le nez avant de migrer dans le cerveau, quand on est embryon. Donc il y a un lien entre le nez, ce qu'on aspire, et puis le cerveau. Et donc ce virus, qui est nasopharyngé, qui arrive dans le nez, pourrait, par ricochet, abîmer la fertilité. Puisque l'étude menée sur 60 patients en réanimation a montré que la plupart souffraient d'un dysfonctionnement des testicules causé par un trouble dans le cerveau. Les bébés contaminés pourraient-ils à l'âge adulte avoir plus de difficultés à enfanter? Question. Possiblement, réfléchit Vincent Prévost. On nage encore dans l'inconnu, mais c'est un argument pour vacciner les tout petits. Sauf qu'on n'a pas le recul non plus sur l'ARN messager. Par exemple, les règles modifiées. Mais c'est pas grave, faut y aller. Et puis, il y a des tranches de cerveau de hamster qu'on a vérifiées. Alors, les hamsters ont été sacrifiés 20 jours après avoir été infectés. Ils ont fait des petits rhumes, petits grippettes. Après, ils ont été tués pour la science. Les souris étaient terrassées par le Covid, le hamster lui était en forme olympique au bout d'1 mois, mais malgré tout, il y a eu de minuscules hémorragies dans le cerveau des hamsters sacrifiés, qui auraient pu vivre une belle vie de hamster, et donc ils se rendent compte que les séquelles sont réversibles pour les hamsters, en l'occurrence, et c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire que même avec des symptômes légers, le Covid peut fragiliser le cerveau et se traduire d'ici 20 à 30 ans par des maladies dégénératives. Voilà, vous voyez venir aussi cette petite musique du Covid long. Évidemment, c'était étrange Covid. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de cas de démence suite à la grippe espagnole, nous dit-on, il y a de ça un siècle. Étonnant. À boire, merci. Quoi fake? Il n'y a rien de fake. Je ne fais que lire la presse, mes amis. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, tu sens le truc capillotracté. Vous avez vu aussi, attention, le passage à l'heure d'été pourrait favoriser les AVC. Attention les gars, on ne sait jamais. Attention, attention, pisser dans le jardin pourrait favoriser les risques d'AVC. Ouh putain, attention. Donc dans 20 à 30 ans,
Voilà. D'ici là, Albert Bourla aura une île à lui, avec un abri antinucléaire. Il aura changé de nom, d'identité, et tout ira bien. Allez, on parlait en introduction de cette formidable marche pour la 6ème République. Le printemps Mélenchon, nous titre Libération. Oui, mais attention, c'est Libération, donc ils disent oui, c'était formidable, c'était une démonstration de force, mais il y a quand même 3 écueils majeurs à la candidature victorieuse de Jean-Luc Mélenchon. C'est 1, le Parti communiste qui veut faire 5% pour rembourser sa campagne, donc 5% ça ferait, donc ça ampute le fait de pouvoir être au second tour. Vous avez ensuite le Parti socialiste qui ne veut surtout pas que la gauche se reconstitue autour d'un pôle insoumis après l'élection. Donc ils vont tout faire pour faire perdre Mélenchon, pour faire en sorte qu'il ait le score le plus bas possible, même si Anne Hidalgo, on ne peut pas la battre, hein. Tu ne peux pas tester, elle est en dessous de Poutou, donc ça va être plus compliqué. Donc voilà, donc ça c'est les 2 gros écueils principaux. Le Parti socialiste qui veut faire, comme d'habitude, hein, emmerder la gauche pour qu'elle perde, pour être sûr d'être un parti de droite de notable et que tout se passe bien, pour après dire « Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous on a fait un barrage des républicains. » Nous, on n'a pas voté pour les méchants fascistes nazis. Après, on a fait des politiques de méchants fascistes. Nous, jamais. Quoi ? Il faut se rappeler. Le coup du LBD dans la gueule, ça a commencé sous Hollande pour la loi travail. La loi travail qui aurait dû s'appeler la loi Macron d'ailleurs. Hein, puisqu'ils ont envoyé une pauvre ministre dans ses... Allez, vas-y. Mais c'est Macron qui a tout écrit. Et donc, dès que la loi Macron arrive, le LBD arrive dans ta face. Hein. Ça, c'est Hollande, c'est la gauche, c'est le PS. Aujourd'hui, Macron, c'est fondé sur les bases du Parti socialiste. Bref, ras-le-bol. Ces gens-là sont incapables de voir la magie humaine. Regardez, par exemple, la beauté, le temps qu'il faut pour faire un être humain. L'incroyable mécanisme qu'est un œil, par exemple. Hein, un œil pour voir la lumière, etc. Contrairement à une balle en caoutchouc lancée par un idiot dans un tuyau qui va très vite pour briser cet œil à vie. Voilà, on a affaire à des buteurs, on a affaire à des gens qui sont prêts à mutiler pour garder le pouvoir, qui ne voient pas la beauté de la vie humaine. Donc il est temps de mettre l'humain au cœur de toutes les politiques. Il est temps de remettre la dépense publique, mais la bonne, pas celle pour sauver les entreprises du CAC 40, celle pour sauver les petites entreprises, celle pour sauver l'hôpital, celle pour sauver les emplois, mais la vraie, hein, en faisant payer ceux qui ne savent plus quoi faire de leur thune. Vous allez voir, en fin de cette revue de presse, Les Échos qui titrent « Super, le CAC 40 a fait des profits records en 2021 ». De quoi affronter une difficile année 2022. Mais dis donc, t'avais pas déjà fait des profits records en 2020 ? Attends, mais tu fais pas des profits records chaque année, mais t'en fais quoi de cette thune ? Écoutez, je fais Bernard Arnault. Si vous ne connaissez pas Bernard Arnault, c'est un peu comme Roselyne Bachelot, mais en homme. Écoutez, cet argent sert d'abord et avant tout à créer des emplois. Et la France n'aime pas le succès. Alors c'est dommage parce que avec une entreprise comme LVMH, non seulement la France rayonne dans le monde entier, mais également à domicile. Le fait que j'ai des milliards dans une holding familiale comme Agache et que j'achète la presse et puis des hommes politiques plus ou moins amis n'a rien à voir avec ce pouvoir pharaonique que j'ai pu construire année après année. Non, bien sûr, non, c'est pour l'emploi. Merci Saint-Bernard Arnault. Regardez, alors je sais, certains d'entre vous disent « Oh mais Mélenchon, il est islamo-gauchiste, il n'y avait que des drapeaux algériens à sa manif, ou des drapeaux palestiniens. » Merde alors. Non, il y avait des drapeaux français, c'est une photo prise hier, place de la République, où il y avait tant de monde, il y avait des drapeaux de la fille et des drapeaux bleu, blanc, rouge. Et bien sûr, il faut écouter les discours de Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité pour comprendre qu'il n'attaque pas les religions, pas plus une que l'autre, et surtout qu'il y a maintenant des drapeaux français, bien sûr, au meeting de la France Insoumise, qui est devenu le pôle de gauche républicaine. Et c'est pas le printemps républicain qui soutient Macron, avec des mesures anti-républicaines, comme par exemple le pass vaccinal qui représente les valeurs de gauche ou du Parti socialiste de Jaurès. Il faut se réveiller. Donc voilà. Alors après, il y a un grand meeting d'Éric Zemmour à Trocadéro, ça c'est dimanche prochain. Le but, c'est de passer les 100 000 également, de voir si le candidat Zemmour peut avoir autant de monde dans la rue. Alors, c'est pas les mêmes quartiers, hein. Là on était Bastille République. Bon, déjà Zemmour, tu sens que c'est Trocadéro. Et puis il va se présenter député dans l'Ouest parisien, si jamais, voilà. Parce que Reconquête se dit, attention, si on n'est pas au second tour, on aura du mal à mettre plus de 2-3 députés. Par contre, si on est au second tour, LR, c'est fini.
Et puis si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, alors là c'est pareil, le PS c'est mort et la gauche c'est l'Union populaire. Et alors bien sûr les communistes disent mais l'Union on a essayé, on s'est fait avoir en 2017, alors on va pas recommencer, chier, merde. Nous ce qu'on veut c'est manger de la viande, boire de la bière et nous faire rembourser nos frais de campagne à 5%, bordel. Et avoir un beau parti d'opposition quand Emmanuel Macron sera président. S'il vous plaît les Français, je sais que vous n'êtes pas nombreux à nous écouter dans cette revue de presse, pas assez je dirais, 1500, bon allez, faites pousser, partagez le lien de cette revue de presse, j'ai un message à faire passer au peuple français, c'est maintenant ou jamais. S'il vous plaît les Français, faites tout pour qu'on ait un second tour sans Emmanuel Macron. Juste pour rigoler, pour voir la tête de Véran, tous les mecs qui ont leur plan de carrière, non, je vais être ministre encore, je vais être Premier ministre moi, moi j'ai déjà mon truc, machin, juste pour les voir défaits, comme ça. Oh, tu vois, un truc comme ça, juste ça. Et juste pour avoir un vrai résultat en disant oh, merde alors, les sondages c'était faux. Oh merde alors, c'est dingue. Même les 25% de vieux boomers totalement ramoisis qui sont là pour sauver leur retraite et leur épargne, ça n'a pas marché, il s'est fait avoir. Merde alors, allez-y. Il faut vraiment y aller. Alors Dominion, je sais que j'entends tourner ça en ce moment partout. Il n'y a rien qui atteste le fait que l'État français utilise Dominion, ce système de comptage de vote qui a été accusé de la fraude électorale qui n'est pas encore avérée aux États-Unis pour l'élection de Joe Biden. Par contre, en revanche, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de collectifs citoyens qui s'organisent, et on en parlera plus tard parce que je vais essayer de me renseigner là-dessus, pour le comptage citoyen des votes. Et voir sur des bureaux de vote témoins, vous allez compter et voir ce qui en ressort au national. Parce que Macron à 30%, ça paraît à tout le monde dingue. Même maintenant, il est à 40%. Enfin bref, parce que quand à part si tu es jogger sur un quai de nuit parisien et que tu as été payé pour passer à ce moment-là parce que tu es un acteur et que donc, voilà. Mais sinon, ça marche pas. Les mecs, quand ils font des réunions publiques, ils se font huer. Quand toi, tu veux y aller et que t'es pas de la Macronie, tu te fais virer de la salle. Ils sont 15 dans la salle. Même si toi, tu veux y aller gentiment pour poser une question, c'est non, pas toi. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir où on en est. Donc il y a des comités de comptage qui s'organisent pour voir si les votes vont pas être truqués. Mais Dominion, rien ne prouve que l'État français utilise ce système. On a des machines à voter, pas dans tous les bureaux de vote. Et pour la comptabilisation des votes, je crois que c'est McKinsey qui s'en occupe. Non, je déconne. Rappelez-vous, vous savez, au régional, Darmanin avait filé un truc qui était anciennement au ministère de l'Intérieur, l'envoi des propagandes électorales, on appelle ça donc tous les livrets de programmes, on appelle ça la propagande électorale, c'est le mot consacré, à une boîte privée qui avait tout mis dans la poubelle, qui avait dit « oui, on en a envoyé 2, 3 », et donc personne n'avait reçu la propagande électorale. Donc là, ça pourrait être un autre fiasco. Le fait déjà qu'on vote en période de vacances, c'est scandaleux. Le fait que les médias mainstream d'oligarques fassent campagne pour Emmanuel Macron sans se cacher, c'est scandaleux. Que les instituts de sondage, on aimerait savoir qui paye ces sondages qui sont jour après jour, toujours les mêmes à peu près, pour dire que « on va refaire Macron-Le Pen, dis donc. Dis donc alors que tous les... » oui, mais il a une belle énergie. C'est normal. Voilà. Oh. Donc, de toute façon, allez, on peut jouer. Soyez joueurs, les Français. Un deuxième tour sans Macron, c'est possible. Et ce serait tellement drôle. Allez, soyez joueurs, merde. Ce pays mérite un peu plus de lol. C'est toujours... oh non, mais c'est pas possible, quand même. C'est pas possible. Si, c'est possible. Je vous parlais des partis déjà dans la bataille des législatives. Oui, voilà, donc on en parle. Voilà. Donc ils ont déjà acté le fait qu'ils perdaient. Et donc, comment on va faire pour avoir des places de députés les uns les autres? Alors, vous savez que j'aimerais me présenter à la députation, vous représenter, parce que je pense que c'est bien d'être dans la critique, dans le commentaire, mais c'est aussi bien d'être dans l'action politique. Et donc je vais voir si je peux trouver une circo qui veut bien de moi, une investiture qui veut bien de moi, et faire une belle campagne, et ensuite être un député populaire pour remuer un peu, peu importe qui gagne, mais si c'est Macron, alors je serais très content d'être député. Je pense que ça pourrait être très drôle. Enfin, pas drôle, mais très utile. Enfin, j'espère. Je pense franchement que je ferai un beau boulot. Non seulement d'imitateur de Nicolas Sarkozy, parce que ça, je sais que vous aimez, vous me connaissez pour ça, mais vous savez, j'ai quand même fait des écoles, j'ai quand même quelques compétences pour écrire, pour parler, comme vous le voyez tous les matins. Alors je pourrais les mettre au service de la France.
pas pour trimballer des valises de billets entre un pays du Maghreb et ici, ou passer au Luxembourg. Non, je parle vraiment au service de la France. Voilà. Donc, on verra comment ça se passe, mais j'y pense quand je me rase le matin. Bah ouais, envoyons les richoux voter dans le métavers, mais quelle bonne idée. Pitié, arrête Sarcouille, ce matin, je peux pas. Pourtant, vous adorez ça, qu'est-ce qui va pas? Non, mais on va pas. Faut pas abuser des bonnes choses. Hein, je sais très bien faire Bernard Arnault également. Dans députation, il y a de. J'ai pas compris. La guerre, c'est la guerre, ça y est. Viens dans le sud, il y a du taf. Bah ouais, moi j'ai la Drôme, j'aimerais bien quoi. Ou du perdreau. Ah oui, il y avait dans le JDD un portrait de Gérard Larcher. J'ai pas eu le temps de le lire, mais peut-être que je vais le lire en direct à la fin, en petite cerise sur le gâteau. Bon là, je continue la revue de presse en mode croisière. Hein, bougez pas. La guerre en Ukraine. Bon, avant de pleurer, de parler de ce scandale qu'est cette guerre qui n'en finit pas, puisque ça fait 25 jours maintenant et que ça patine. Hein. Alors, les Biélorusses rentrent, les Syriens, les mercenaires internationaux qui se font exploser par les Russes. Ça devient un conflit ouvert. Les Américains qui font monter la sauce. Vladimir qui a fait une grande réunion dans un stade avec tous les Russes qui chantaient l'hymne national pour fêter l'annexion de la Crimée. Bon, ça sent quand même le truc qui va durer, mais avant de rentrer dans le truc sérieux, je voulais dire qu'on avait quand même une solution toute trouvée. On a quand même envoyé notre meilleure arme de destruction massive pour arrêter la guerre, c'est Bernard-Henri Lévy. Voilà ce qu'il a fait. Il est allé, bien sûr, là-bas pour sauver la démocratie et la liberté. Et regardez, fier de lui, voilà ce qu'il racontait sur le plateau d'une chaîne d'infos en continu. Vous savez, le seul geste politique que j'ai fait là, vous le verrez dans mon reportage jeudi, c'est que j'ai inscrit sur une barricade de la rue principale d'Odessa les 3 mots de la devise républicaine française. Je les ai tagués moi-même: liberté, égalité, fraternité. Voilà le geste politique, le seul jusqu'à présent que j'ai accompli à Odessa. Vous verrez ça. Vous regrettez d'avoir dans le passé eu une influence ? Non. Je regrette rien du tout. Et pour l'instant, j'ai un espoir, c'est que cette honte s'arrête, que ce massacre s'arrête, que Poutine soit reconnu pour ce qu'il est désormais, de l'avis de tous, un criminel de guerre, c'est-à-dire qu'il comparaisse devant la justice internationale, que ça soit le CPI ou plus vraisemblablement une cour ad hoc pour crime d'agression. Voilà, c'est ça mon espoir aujourd'hui. Et c'est ça l'espoir de n'importe quel Européen raisonnable, quelles que soient nos opinions politiques. Le pire, c'est que ce bouffon est fier de lui. Encore, il pourrait dire ça en déconnant. Ouais, j'ai tagué liberté, égalité, fraternité. J'ai pris un petit avion pour aller dans une zone de guerre. Et puis voilà. Non, mais il est fier de lui. Il pense vraiment qu'il a fait un truc important. Hein, un geste politique, nous dit-il. Et après, sur le fait de mettre Vladimir Poutine devant un tribunal pour crime de guerre, mais allez, on joue. On met George Bush, on met Tony Blair, on met Barack Obama avec ses frappes de drone qu'on fait je sais pas combien de milliers de morts civiles. Mais vas-y, mais fais-le ton tribunal pour les criminels de guerre. Il y en a un paquet qui doit y passer. Hein. Parce que là, ils veulent faire le coup de Saddam. En disant « Ah, mais oui, mais Vladimir, c'est un méchant comme Saddam. Il faudrait le mettre, il faudrait qu'on le pende vite, si on pouvait. » Sauf que la Russie, c'est pas l'Irak. Eh ouais, parce que les guerres justes des États-Unis qui ont fait des millions de morts ces dernières années, depuis la Corée, n'en parlons pas, où c'était une boucherie pour la démocratie, bien sûr. Pas pour le pétrole, ni le gaz, ni l'accès aux matières premières ou les positions stratégiques dans le monde. Ça va bien 5 minutes. Donc BHL, bravo, j'ai envie de dire bravo, retourne-y maintenant, prends un gilet pare-balles, prends un petit fusil, puis fais la guerre avec tes mocassins, qu'on rigole. Non, c'est pas ça non plus, pardon, c'est ça.
Pendant ce temps-là, les innocents meurent. Eux, ils ne peuvent pas prendre un avion pour aller et venir où ils veulent dans le monde parce que pendant le Covid, BHL avait fait un tour du monde aussi, quand nous, on était confinés à la maison pour voir un peu comment ça se passait. Voilà un peu à qui on a affaire hein, pour situer le personnage. 115 enfants ont été tués et 140 autres ont été blessés depuis le début du conflit selon les autorités ukrainiennes. Mariupol, ville martyre, les corridors humanitaires qui ne sont pas forcément respectés. Alors, les deux camps s'accusent mutuellement. Hein. Du côté russe, ce sont les Ukrainiens qui utilisent les civils pour en faire des boucliers. Du côté ukrainien, ce sont les Russes qui tirent sans compter partout. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est que Mariupol va tomber, sans doute dans les heures, les jours qui viennent, parce que c'est une position stratégique sur la mer d'Azov. En attendant, c'est une des villes les plus sinistrées de la guerre en Ukraine. Et puis, cet autre aspect de la guerre en Ukraine, à Kiev, dans le bunker des bébés sans parents. Et oui, l'Ukraine, c'était un des pays les plus prolixes pour la GPA. Et donc là, c'est le Figaro qui fait un zoom sur une maternité dédiée à la GPA, justement. Secrète, dissimulée dans les entrailles de la ville, la vie s'obstine à l'abri des bombardements, des pluies de débris de missiles qui dévastent au hasard immeubles résidentiels, usines de vélos et autres entrepôts. Elle prend la forme d'une ruche où dorment, gigotent, pleurent et gazouillent 20 nouveau-nés et 6 puéricultrices dans à peine 20 mètres carrés. Invisible au reste du monde, ce sanctuaire, dans le sous-sol d'un immeuble résidentiel, abrite des enfants qui n'ont pas encore de parents ni de nationalité. La plupart sont nés juste avant ou après le début de la guerre, le 24 février dernier, et n'ont jamais vu la lumière du jour. Vous imaginez ? Ces pauvres gosses. Nous ne dormons qu'environ 2 heures par nuit, roulement, matelas, etc. Et donc, c'est Ludmila Yashenko, puéricultrice auprès du centre de reproduction humaine Biotexcom. Et oui, c'est la principale des 14 firmes ukrainiennes proposant des services de GPA, gestation pour autrui. Il y a encore un mois, son rôle se limitait à s'occuper des nouveau-nés après l'accouchement des mères porteuses jusqu'à ce que les parents biologiques achèvent la procédure juridique pour les récupérer. Depuis le début de la guerre, l'infirmière s'est muée en nourricière à plein temps. Alors c'est pas équipé comme il faut bien sûr pour s'occuper d'autant d'enfants aussi longtemps, donc c'est un peu, ils font ce qu'ils peuvent, voilà. Selon l'entreprise Biotexcom, sont acheminés ici par un médecin flanqué du bataillon machin. Il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper, hein, le linge, les couches, etc., des enfants, le lait, bien sûr. Mais Kiev, jusqu'à présent, était relativement épargné des bombardements. C'était plutôt la banlieue hein, de Kiev qui a touché. Vous avez vu, il y avait un tir de missile la nuit dernière au cœur de la ville. Donc il y a de plus en plus de dégâts, bien sûr. Alors la guerre, c'est laid pour les soldats qui se battent, mais aussi pour ceux qui restent à l'arrière. Et oui, elle a des fils qui sont au front. Ils me supplient de quitter le pays, de me réfugier à l'étranger, comme certaines de mes amies, mais je m'y refuse. Eux ont pris les armes, mais moi aussi j'ai un rôle, je protège ces bébés, donc ils restent. Et l'Ukraine est l'un des seuls pays au monde à autoriser la GPA pour des clients étrangers. Et c'est là que cette industrie controversée est la plus florissante. Voilà, ça fait partie aussi des zones d'ombre hein, sur l'Ukraine. C'est aussi ce pays, une des plaques tournantes du trafic d'humains. Il faut regarder un reportage d'Arte de 2019 qui parle de ce cas-là. L'Ukraine, plaque tournante au cœur de l'Europe du trafic humain, notamment avec ces entreprises de GPA qui sont la face visible hein, d'un business beaucoup plus glauque. Et donc, la loi exige que les 2 parents biologiques soient présents pour récupérer le nourrisson, mais l'accès au pays est devenu trop compliqué. Et donc, ces bébés sans parents n'ont pas d'état civil. Et pour le moment, ce sont les puéricultrices qui sont leur maman d'adoption et leur ont donné des prénoms. Voilà la tristesse de ce monde dans lequel nous vivons. Je vous parlais du rire, des larmes, c'est un peu ça la revue de presse. On passe de BHL à ça. Voilà. Ouais, et ce business, quand ça devient un business, je pense qu'il y a des questions à se poser, puisque on a vu les EHPAD hein, qui sont devenus un business, on a vu la maltraitance des plus vulnérables. Là, que la GPA soit un business, c'est la maltraitance des plus vulnérables, en l'occurrence les enfants et leurs mères, hein, qui font ce travail-là pour se nourrir, hein, pour prendre de l'argent. Là aussi, peut-être, il y a quelques critiques à faire. Le monde n'est pas noir et blanc, il y a peut-être des zones d'ombre, des zones grises. C'en est une. Alors,
une autre nouvelle que... quand même. Alerte sur la hausse de la mortalité infantile en France. Et oui, alors on était un pays développé, hein, mais ça c'était avant. Avant qu'on ait McKinsey qui vienne, le FMI, enfin bref, avant qu'on ait tous ces gens qui fassent des politiques de moins-disance sociale. Et maintenant, voilà, jusqu'à la fin des années 2000, il y avait une baisse continue de la mortalité infantile, mais le taux de décès de moins de 1 an, des enfants de moins de 1 an, augmente depuis 2012. Phénomène mal compris et pas assez analysé. Alors on parle de 1200, c'est le nombre de décès d'enfants de moins de 1 an qui pourraient être évités chaque année si le taux de mortalité infantile en France était équivalent à celui de la Suède ou de la Finlande. C'est pas le cas. Terrible constat, les données de l'INSEE, confirmées par une étude parue dans The Lancet. Il y a 30 ans, on était dans les bons élèves, hein, et puis la machine s'est enrayée à partir de 2005. La baisse de la mortalité infantile a ralenti à partir de 2012 et jusqu'à 2019, elle a augmenté. Alors pourquoi ? Alors le taux de mortalité, il est passé de 3,32 décès pour 1000 naissances en 2012 à 3,56 décès pour 1000 naissances en 2019. Une augmentation de 7% en 10 ans, c'est quand même énorme. Une tendance qui n'est liée ni au changement de définition d'enfants morts-nés, intervenu depuis les années 2000, ni à la modification des pratiques médicales pour la prise en charge des nouveau-nés atteints d'affections graves. Un quart des décès sont survenus au cours du premier jour de vie et la moitié au cours de la première semaine suivant la naissance. Quelles sont les causes de cette dégradation ? Eh bien, le scandale, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de le dire. Voilà. Les registres actuels nous apprennent uniquement que l'enfant est décédé, où, quand, et il est urgent de mettre en place les moyens d'analyser au jour le jour les caractéristiques de ces décès. Alors, il y a quelques profils, hein. Les mères de ces nouveau-nés qui décèdent ont souvent des problèmes de santé également. L'âge maternel, l'obésité, le tabagisme sont des facteurs de risque de mort néonatale, mais on n'a pas d'études pour valider toutes ces mesures, donc il va falloir trouver comment faire pour inverser la tendance, parce que c'est inquiétant, c'est la France quand même, alors on se vantait d'avoir un des meilleurs systèmes de santé du monde, il n'en est rien, voilà où on en est, c'est quand même assez triste. L'hôpital de flux, peut-être ? Le fait que les cabinets de conseil McKinsey renvoient les mères chez elles un peu trop vite ? Je croyais que ce serait ça la cause, mais enfin, n'importe quoi, vous. Peut-être, hein, la SAP de la santé publique, hein, par ces mecs qui s'en mettent plein les fouilles pour nous traiter comme de la merde. Enfin, je dirais ça, mais bon. Mais bon, je ne suis pas non plus un analyste, hein, désolé. Le confinement de Shenzhen grippe le commerce mondial. Ah oui, on croyait que c'était reparti, comme en 40, mais non, les Chinois, ils ont le Covid. Encore ? Eh oui, encore. Mais il n'y a pas que, hein, nous aussi. Non mais eux, c'est grave, parce que c'est le zéro Covid. Donc dès qu'il y a un cas de Covid, c'est 9 millions de personnes qui restent chez eux. Hein. Enfin, qui restent chez eux, qui vont dans des camps anti-Covid avec des combinaisons NBC. Eux, ils sont prêts, hein. Il y a une bombe atomique, ils ont déjà tout. Donc là, le problème, c'est que quand ils confinent la Chine, le monde entier s'arrête. Hein. L'usine du monde tourne au ralenti et c'est tout le monde qui commence à avoir un peu les ch'touilles. C'est dans le Figaro aujourd'hui. Et donc, c'est pas nouveau, mais bon, ça continue. Et puis, tous aux abris anti-atomiques, Bruno Le Maire, Bruno Le Rebond, vous savez, Bruno, le ministre de l'économie. Bonjour. C'est Bruno Le Maire, bonjour. L'inflation, on ne connaît pas. Non, c'est quoi ? C'est quand la baguette passe de 5 € à 5,75 €. Ah, la baguette ne vaut pas 5 €. Ah, c'est étonnant, ça. Pas où je l'achète, du moins. Enfin, je l'achète pas, mais enfin, si vous le dites. Alors, Bruno Le Maire ne croit pas à une spirale inflationniste. Hein. Il nous rassure en disant que non, l'Europe va maîtriser, vous inquiétez pas, ça ne peut pas durer. Bon, Bruno Le Maire, c'est quand même le mec qui fait appel à des cabinets de conseil à Bercy, hein, qui les paye grassement pour des grands sommets, pour des plein de balance scorecard, hein, l'Observatoire des politiques publiques, par exemple. Et c'est le mec à Bercy qui est incapable de voir que les cabinets de conseil suscités, McKinsey entre autres, ne payent pas leur impôt en France. Hein ? Donc c'est lui qui va te dire, non mais, moi je vois pas l'inflation, hein, non, la spirale inflationniste, j'y crois pas. Mais déjà, t'as même pas été foutu de voir que les cabinets de conseil que tu payes grassement payaient pas leurs impôts. Qui tu prends pour des cons, bordel ?
Non mais franchement, à un moment, faut arrêter. Alors là, Bruno Le Maire, bon, pris la main dans le sac, a dit, non mais, bon, vu qu'ils n'ont pas payé leurs impôts, ils vont les payer. Promis juré, ils vont les payer. Mais c'est pas ça le problème, Bruno. C'est de faire appel à des cabinets de conseil. Quand on a autant de fonctionnaires qui sont formés, qui sont passés par des grandes écoles comme l'ENA, au lieu d'écrire des bouquins, putain, fais ton boulot, hein. Fais ton boulot de ministre. Au lieu de dire, oh, Emmanuel Macron a des beaux yeux bleus comme un lac arctique. Je vois en lui les soubresauts de la mer Baltique. Oh mon Dieu. Oh Emmanuel. Oh non mais voilà quoi. Faut arrêter. Arrête d'écrire. Fais ton boulot. Bosse un peu. Jusqu'à 65 ans. Tiens, tant qu'à faire. Donc voilà, on en est là. C'est... Qu'est-ce que vous enjaillez là dans le chat ou quoi? Les rimes en hic. Bah ouais, voilà. Donc, non, les gars, c'est l'inflation. Et puis, on parlait de cette guerre en Ukraine, mais attention, les influenceurs, petits soldats de la guerre informationnelle. Là, vous avez, côté gauche, les TikTokers qui ont été convoqués par la Maison-Blanche pour qu'ils leur fassent un briefing sur la guerre en Ukraine. Alors, ça dit compte à plusieurs millions d'abonnés. Je suis sur TikTok, vous pouvez me trouver, je n'ai pas encore 10 000 abonnés sur TikTok, mais allez-y, je fais des petites vidéos, ouais, des petites chorés comme ça, sur des petites chansons. Pour la fin du monde, nanana, nanana, en chantant. Tiens, je vais peut-être faire ça d'ailleurs, mais on la trouve pas, la musique. Comment il s'appelait le chanteur? C'est un truc de vieux, mais super chanson. Pour la fin du monde. On est prêt pour la fin du monde, on est presque prêt. Et donc, voilà, donc, non, en gros, que ce soit les Russes ou les Américains, ils payent des influenceurs pour faire de la propagande. C'est étonnant. Alors du coup, TikTok, qui est un réseau chinois, a dit non, les Russes n'ont plus le droit de poster sur TikTok. Alors, soi-disant pour protéger les Russes, qui auraient dit non à la guerre et qui auraient pu faire 15 ans de tôle. En vrai, c'est pour que les modérateurs de TikTok aient pas trop de boulot à modérer. Avec la propagande russe, donc ils ont que la propagande américaine, donc comme ça va. Mais les gros influenceurs russes, eux, ont le droit de poster encore, notamment la youtubeuse, enfin la tiktokeuse youtubeuse beauté avec son passeport russe que vous voyez. Donc ça continue, la guerre informationnelle est là. De son côté, la Russie a fermé YouTube, a fermé Twitter, a fermé Facebook, a tout fermé. Facebook, Meta, a autorisé les menaces de mort, les insultes, les invectives contre Vladimir Poutine et l'armée russe. Alors, à la base, tu avais le droit de dire ça sur toute la plateforme, dans tous les pays. Tu avais le droit de le dire chez Meta. Et puis Meta s'est dit, quand même, ça va à l'encontre de nos règles de la communauté. Donc, tu as uniquement le droit de le dire si tu es en Crimée, si tu es en Ukraine. Donc, si tu es en Ukraine, tu peux dire mort à Poutine, mort aux Russes, etc. Tu peux y aller, tu peux te lâcher, tu peux vraiment faire la guerre. Ailleurs, c'est contre les règles de la communauté. Ce monde va mal. Franchement, ce qu'il faudrait faire, les gars, c'est faire une guerre dans le métavers. Vous prenez vos petites armées, vos missiles hypersoniques, vos machins, vos trucs, vous faites une guerre dans un lieu qui n'existe pas avec des gens qui vont pas mourir. Fortnite, par exemple. Vous mettez sur Fortnite et celui qui gagne la partie, il gagne. On évite les morts. En plus, on s'amuse. Je pense qu'on peut arriver à ce niveau de développement intellectuel pour dire qu'on va arrêter de se tuer, bordel. Pour du gaz, une vision du monde, je sais pas, enfin, bordel. Est-ce qu'à un moment, on pourrait juste faire la guerre sur Fortnite? Enfin. Oui, alors j'ai oublié de dire sur Bernard-Henri Lévy, quand il a tagué Liberté, Égalité, Fraternité, c'est vrai, merci Yanninou de le rappeler, le lundi 14 mars, il a été, notre philosophe national, BHL, photographié alors qu'il se promenait avec Maxime Marchenko, qui est un des militaires néo-nazis du bataillon Azov, qui s'occupe de la province, je ne sais plus laquelle, en Ukraine, et donc Libé, les fact-checkers ont dit, est-ce que Bernard-Henri Lévy se promenait avec un gros néo-nazi? La réponse est oui, mais c'était pour la liberté et la démocratie. C'est comme les djihadistes, il y en a des biens. Rappelez-vous les Moudjahidines, quand Rambo allait faire la guerre en Afghanistan contre les Russes, il était copain avec les Moudjahidines qui sont devenus les talibans, enfin qui étaient les talibans, mais on appelait ça les Moudjahidines, les combattants de la liberté. C'est vrai, mais après, bon, ça a globalement bien déraillé, quoi. C'est un truc, les Américains, dès qu'ils peuvent filer de la thune à des groupuscules un peu dangereux, ou des armes, ils le font. Et tu dis, mais pourquoi on n'est pas censé lutter contre le terrorisme, tout ça? Non, ça c'est pour rigoler. En vrai, non, nous ce qu'on veut, c'est du gaz et du pétrole pas cher. Allez, tiens, prends ça.
Donc voilà, cette guerre est une guerre de l'information comme j'en ai rarement vu. D'un côté comme d'un autre, finalement, les réseaux sont coupés, donc on n'a pas accès à l'information contradictoire. Même si c'est de la propagande, c'est important de savoir ce que disent les camps en présence pour comprendre. Comprendre comment on peut voir un événement de deux façons différentes, comment le métier de journaliste, c'est compliqué pour arriver à savoir ce qui se passe vraiment quand on n'est pas sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain le payent de leur vie. On a déjà perdu plus de 4 journalistes qui étaient là-bas. Sans compter tous les civils, bien sûr, et les enfants. J'en faisais le compte tragique tout à l'heure. Pardon, je bois, mais je parle trop. Je voulais finir... Enfin, c'est pas fini, mais je voulais faire une petite nouvelle qui met du baume au cœur. CAC 40, des profits records pour affronter 2022. Des fois que 2022 serait une année atomique, hein, où ça se passerait mal. Eh ben, ce qui se passe bien, c'est que les champions français... ils ont réalisé plus de 160 milliards d'euros de bénéfices cumulés. 160 milliards d'euros de bénéfices cumulés. Bon, toi, t'en verras pas la couleur, hein, t'es pas actionnaire, t'es pas non plus au board, t'es pas non plus le patron, t'es pas non plus le propriétaire, donc voilà. Luxe, industrie, médias, tous les secteurs y ont contribué. Une manne bienvenue hein, pour surmonter les difficultés qui s'annoncent. Oh, j'avoue que j'ai mis un peu de côté parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est vrai que 100 milliards, on n'est jamais trop prudent. Alors, la liste des champions, les voilà. Ça commence par Vivendi, ça c'est Bolloré. Number one. Ensuite, c'est Total Energy. Ah bah ouais, l'énergie, hein, c'est sûr, nous on paye cher à la pompe, mais eux, ils s'en mettent plein les fouilles. Ensuite, c'est Stellantis. Ensuite, ArcelorMittal. LVMH, seulement en 4e position. Oh, je pensais que j'étais premier. Je reste tout de même le Français le plus riche du monde. Ah, ça c'est bien. AXA, les assureurs, BNP Paribas, le Crédit Agricole, un peu de banque, Société Générale, une banque multicondamnée, mais qui assure. Une banque géniale, la Société Géniale. L'Oréal, le luxe. Ah bah, j'ai bien connu Madame Bettencourt de L'Oréal. C'est une personne charmante, avec plein d'argent. Qu'est-ce que je rigolais chez Liliane? Qu'est-ce qu'on a bien rigolé avec Eric Verge. Ah ouais. Non, mais j'arrête Sarko, vous en pouvez plus. Schneider Electric, Engie, Airbus. Bon, voilà, Kering, vous avez la liste, hein, c'est formidable. Donc ces mecs-là se sont mis plein les fouilles. Le CAC 40, tu peux pas tester. Hein. Alors nous, c'est les prix qui augmentent à la pompe, c'est bientôt les pâtes qui vont être inachetables, c'est ton salaire qui ne bouge pas parce que ça ferait la spirale prix, inflation, salaire. Bon, mais eux, ça va. Et puis, il faut bosser aussi pour sauver ce putain de pays. Ah ouais, il faut travailler jusqu'à 65 ans. Alors, il y en a qui, comme BHL, peuvent être tagués, hein, prendre un avion, un jet privé, aller taguer liberté, égalité, fraternité. Ceux-là sont les héros de la démocratie. Et puis toi, ce que tu peux faire pour ton putain de pays, c'est de bosser jusqu'à 65 ans, fils de pute. Excusez-moi des insultes, mais franchement, hein, les Français feignasses, les Français qui n'en branlent pas une, les Français toujours à rechigner à ne pas aimer le succès, hein, ni le travail. Le travail, cette valeur portée par Emmanuel Macron et les cabinets de conseil, hein, Emmanuel McKinsey. Voilà. Alors, pourquoi repousser l'âge de la retraite? Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi repousser l'âge de la retraite à 65 ans? Parce que ça susciterait des économies substantielles. Et oui, alors c'est l'Institut Montaigne qui a fait un chiffrage. Alors, je m'arrête un instant sur l'Institut Montaigne. Ah oui, ça me dit quelque chose, l'Institut Montaigne. Oui, vous savez, son ancien patron, Laurent Bigorgne, était en garde à vue parce qu'il droguait sa collaboratrice avec un peu de drogue du viol pour rigoler, pour faire la fête. Pendant que lui sniffait de la coke, hein, parce que c'était la fête. Il droguait aussi sa femme, les tisanes de sa femme. On a trouvé d'ailleurs dans le 06 du patron de l'Institut Montaigne le numéro de son dealer, qui doit dealer à Saint-Germain et ailleurs. Hein. La police n'a pas jugé bon de remonter jusqu'au dealer. Allô ? Dis donc, t'as pas ta liste de clients là qu'on rigole? Non, appelez pas le dealer, surtout pas. C'est pas le moment, on est en pleine campagne présidentielle. Déjà que la dernière fois, ils avaient commandé 18 kilos de fraises Tagada, hein, les Républiques En Marche, on va pas déconner. Hein. 18 kilos de fraises Tagada en 2017 pour la campagne, pour distribuer dans les rues. Personne n'a jamais vu la couleur des fraises Tagada. Ça, c'était les Macron Leaks. Donc, imagine si tu remontes jusqu'au 06 du dealer de Laurent Bigorgne, le patron de l'Institut Montaigne, qui sniffait de la coke et droguait ses collaboratrices. Bon, alors, ça c'est une parenthèse. L'Institut
l'Institut Montaigne a chiffré donc pourquoi il faudrait faire bosser ces comptes français jusqu'à 65 ans. Bah, très simplement, hein. Ils sont 3 candidats à l'élection présidentielle à préconiser une hausse de l'âge minimum du départ à la retraite. Valérie Pécresse, c'est 65 ans en 2030, le moment où tout le monde déjà est complètement stérile. On sait jamais. De toute façon, t'auras pas le choix, il n'y aura plus d'enfants pour payer ta retraite, connard. Donc tu bosses jusqu'à la mort, le problème est réglé. Mais le problème de l'humanité est réglé d'une certaine façon. Pour Emmanuel Macron, c'est 65 ans, mais en 2032. Ça, c'est la bienveillance, c'est la résilience. C'est le côté anse, tu vois. C'est le côté... c'est la Macron-danse. C'est plus sympa. Hein, je vais pas faire Sarko. Et puis, le troisième, c'est Éric Zemmour. Ben oui, ben voilà, c'est Éric Zemmour. Alors lui, il s'arrête à 64 en 2030. Pourquoi ? Parce qu'il est encore plus sympa que Macron et Pécresse. Voilà. Alors l'Institut Montaigne a calculé donc en exclusivité pour les Échos ce que rapporterait chacune de ces propositions. Alors 16,2 pour la milliard, on parle de milliards d'économies pour l'État, hein. Pas pour toi, hein. Toi tu travailles jusqu'à la mort. 16,2 milliards pour Pécresse, 18 milliards pour Macron et 10,7 milliards pour Zemmour. C'est encore Macron qui fait les plus belles économies. Alors qu'en plus, tu vois, c'est quand même lui le meilleur, quoi. Toujours lui le meilleur, c'est dingue. Hein. Ah, il faut vraiment voter pour lui, c'est quand même lui le meilleur. Même quand il s'agit de faire bosser les Français jusqu'à ce qu'ils crèvent. Donc voilà, l'impact du calendrier de mise en œuvre et le coût de ces mesures d'accompagnement, pénibilité, départ précoce, relèvement du minimum, a fait l'objet d'une évaluation par l'Institut Montaigne. C'est la fête! On a évalué les politiques publiques sur le départ de l'âge de la retraite. La vache, on économise 18 milliards. 18 milliards. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon, c'est la teuf. L'Institut Montaigne. On vous voit, l'Institut Montaigne. Hein? On vous voit. On voit comment on fait les rapports. Hein? Laurent Bigorne. Bon, il est plus patron de l'Institut Montaigne. Évidemment que les chercheurs de l'Institut Montaigne sont tout à fait sérieux. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui ont le sens du chiffre, de l'algorithme. Ce sont des gens qui sont passés par des cabinets de conseil, peut-être, pour certains, j'en sais rien. Mais, alors non, mais AGA, c'est tout le temps comme ça, cette revue de presse. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout le temps. Oui, c'est lui le meilleur, c'est Guy Degraine. Oui, l'Institut Montaigne, c'est eux qui ont fait le programme de Macron, hein, évidemment. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont chiffré. C'est dingue, c'est quand même Macron qui est toujours le meilleur. Après, il y a des mecs qui prennent ça au sérieux, c'est ça qui est grave. Hein. Attention, hein, dites-le, regardez la revue de presse et puis parlez-en autour de vous. Hein. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux, c'est quand même une vaste blague. C'est-à-dire que les mecs organisent leur institut pour dire c'est très sérieux, on a chiffré le truc, c'est super sérieux. Bah, évidemment, en même temps, tu t'es partie prenante, tu vois, ça s'appelle un conflit d'intérêt normalement. Mais là, non, c'est un truc, non, c'est propre, c'est carré. C'est comme les cabinets de conseil, hein. C'est carré, c'est propre, ça te dit quoi faire. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à cette revue de presse, on a besoin de vous. Ici, vous pouvez le faire avec Prime, vous pouvez vous abonner sur YouTube, vous pouvez aussi nous financer sur Patreon, sur tous nos réseaux sociaux. On a besoin d'avoir une audience. On est à 1500 ce matin, c'est un record. On peut aller jusqu'à 2000, je pense. Surtout que la qualité est médiocre, mais quand la qualité sera bonne, mes amis, ça va être phénoménal cette revue de presse. Comme un couscous boulette, un truc, voilà, une petite merveille. Donc, je compte sur vous pour faire la retape, le bouche à oreille, vous abonner. On a un objectif de 600 abonnés ce mois-ci. On est le 21 mars, on a 10 jours pour cet objectif. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous. On a besoin de vous, ici ou ailleurs. C'était le moment retape. Et puis, pour ceux qui veulent me voir sur scène, sans passe sanitaire, sans passe vaccinal, c'est jeudi soir à 10 dans la Drôme. Pour l'homme qui tue Muammar Kadhafi, c'est le moment pub. Hein, j'en profite, puisque voilà, il n'y a pas que Jeff Bezos qui peut mettre de la pub sur cette plateforme. Moi aussi, je peux le faire. Voilà. Trop de folles féministes, qu'est-ce qui se passe ? De quoi vous parlez de folle féministe? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Viens dans le nord-ouest. J'espère. Bah dis donc, on ne voit plus soirée. Qu'est-ce qui se passe, Dave Twitch? Vous êtes enjaillé sur... arrêtez d'emmerder les historiques, enfin. On se calme. On se parle, on boit frais, hein, c'est l'heure du calva, il est 10h18, c'est l'heure du calva pour tout le monde.
et on se parle. Hein. Il n'y a pas de DVD du spectacle, non. Il faudra venir nous voir parce que c'est la seule façon qu'on a de le jouer. Voilà. Donc restez cool. Hein. On reste cool et surtout avec Dave Twitch qui est là depuis le début, on reste cool. J'ai l'impression de faire Hanouna. Non mais déconnez pas là, c'est délirant cette revue de presse. Allez, il a dit « Nous devons rebattre les cartes de l'organisation de la rémunération. La manière dont on a cloisonné les choses n'est plus adaptée à la réalité. » Bon, alors c'est pas lui qui l'a dit, hein, c'est McKinsey qui lui a écrit sur un bout de table. « Tiens, voilà des mots. Alors dans le désordre, hein, ça marche aussi. Nous devons rabattre l'organisation des cartes de la rémunération. On a cloisonné la manière dont les choses n'est plus adaptée à la réalité. » Ça marche aussi. Tu peux, c'est l'avantage. Et donc ça nous amène à se poser la question, mais qu'est-ce que le macronisme ? Alors c'est pas nous, hein, c'est Dominique Villemot qui se pose la question pour nous. Merci Dominique. J'ai envie de dire, globalement on s'en fout. Hein. Mais bon, vu que Dominique Villemot s'est posé la question, on va être sympa, on va lire son élucubration, enfin sa réflexion. Donc c'est dans Les Échos, hein, bien sûr, ce journal qui félicite le CAC 40 d'avoir fait encore de la thune comme jamais. Alors, ces opposants de gauche et d'extrême droite ne voient dans le macronisme qu'un avatar du libéralisme économique. Or, il constitue bien un courant de pensée nouveau et original. Ah bon ? Ah bah oui, quand on entend des phrases comme par exemple « Nous devons rebattre les cartes de l'organisation de la rémunération, la manière dont a été cloisonnées les choses n'est plus adaptée à la réalité ». Alors la réalité, ça veut dire non, le monde tel que les cabinets de conseil veulent le créer. Hein, le monde dans lequel on nous emmène, du contrôle total, de régime autoritaire néolibéral, voilà, néolibéraux, pardon. Donc non, c'est pas la réalité. Ça, c'est ta réalité, Manu. Hein, et c'est pas toi qui es le camp de la raison ou de la bienséance ou quoi que ce soit, vu que tu as éborgné sans compter des manifestants. Donc on va se calmer. Hein, c'est ta réalité, c'est pas la réalité. Alors bon, pour Dominique Villemot, quand même, il a la réponse. Qu'est-ce que le macronisme ? Eh bien, le macronisme peut se définir comme un universalisme républicain français allié à un volontarisme économique et entrepreneurial et à une profonde conviction européenne. En cela, il constitue bien un courant de pensée nouveau et original. Alors Dominique, non. Ça, ce que tu viens de dire, c'est le giscardisme. C'est des années 70. C'est le giscardisme. Désolé, hein. C'est selon ta définition. Bon, bah bien joué quand même, c'était bien essayé. Donc le macronisme est un giscardisme. Merci Dominique Villemot. On a enfin notre réponse. On se demandait qu'est-ce que c'est que le macronisme ? Ben, c'est un giscardisme. Voilà. Alors qu'est-ce que le giscardisme ? On va pas rentrer là-dedans. Enfin, hein, restons sérieux, 5 minutes. Là, vous vous rappelez les prix à la pompe à 2 €. Bon, ça redescend un peu. Hein. Puis bientôt, on a le cadeau, le 1er avril, hein, le cadeau de, pas Jean-Pierre Raffarin, comment il s'appelle le Premier ministre ? Jean Castex. Des fois, on peut les confondre. Hein. Il y a l'accent qui fait qu'on met quand même. Là, c'est les pâtes. Regardez, les gars. Là, les pâtes. Là, vous dites, les pâtes. Ben, bientôt, les pâtes, ça va être un produit de luxe. Parce que là, la grande distribution est en train de renégocier les prix à l'achat. Alors, au ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, du Commerce, on est là en disant « Soyez responsables, les gars. Hein. Faites pas péter les prix de manière déraisonnable. Hein, parce que bon, il y a l'inflation, d'accord, mais profitez pas pour vous gaver. Alors, au lieu de faire une loi, d'encadrer, de faire une limitation des prix, hein, pour assurer que les gens puissent avoir accès à des denrées de première nécessité et ne pas payer un bras ou un œil, il suffirait pour ça de mettre en place des mécanismes qui permettent le contrôle des prix. Non, on va faire appel à la responsabilité des industriels et des grands distributeurs. Voilà. Donc regardez les pâtes et dites-leur au revoir. Au revoir les pâtes. C'était chouette, c'était sympa. Bon, je vais aller bouffer du tang. Il me reste plus que ça. Qu'est-ce qui me reste là dans la brillante atomique ? Du tang ! Super. Et puis, alors voilà, dans la boucle est bouclée, on parle de nucléaire depuis tout à l'heure, mais dans l'abri anti-atomique, avant d'y aller, rassurez-vous, on a une boîte française qui travaille sur des médocs super bons pour parer au risque nucléaire. Et oui, alors comment s'appelle cette boîte ? C'est qui a été créée en 2003. Donc voilà, la guerre en Ukraine, machin, nanana.
Ça s'appelle Médicis Pharma. Voilà, c'est un ancien médecin militaire qui a fondé ça. Et pour pallier au manque, la biopharma développe 3 médicaments qui ont pour particularité une technique d'admission par voie orale qui permet d'amener des actifs pharmaceutiques ou d'extraire un élément toxique dans toutes les cellules de l'organisme. Pour la décorporation ou extraction du corps du plutonium, l'élément radioactif le plus nocif, Médicis Pharma a mis au point la solution nano-KDTPA, pulvérisée dans la bouche. La formulation utilisée actuellement en perfusion intraveineuse est lente et ne pourrait pas, en cas de catastrophe nucléaire, traiter des milliers de personnes. Donc là, tu as un petit spray qui permet de limiter les effets du plutonium si jamais tu as été irradié. Alors, pour la décorporation du césium, un élément qui se fixe sur le muscle cardiaque, le nano-PB constitué de nanoparticules de bleu de Prusse est préconisé. Jusqu'à présent, il est administré dans des grosses gélules de 500 mg. Il faut se les fader, à forte dose. 18 gélules pendant 2 à 3 mois, impossible à dissoudre. Il faut les avaler, quoi. De plus, notre solution de microémulsion permet une décorporation du césium 3 fois plus rapide, avec 100 fois moins de bleu de Prusse. C'est génial. Et contre les inflammations respiratoires et digestives, Médicis Pharma utilise le sulfate de manganèse en étude clinique de phase 2 au Brésil pour lutter contre les formes graves du Covid-19. Menace nucléaire, Covid-19, paf, sulfate de manganèse. Voilà. Donc, toutes ces études ont été développées avec l'Institut de recherche biomédicale des armées. Et oui, et les médicaments ont été testés avec efficacité en tests précliniques. J'étais déjà à l'époque convaincu qu'en cas d'accident nucléaire, nos produits pourraient jouer un rôle clé et qu'il était important d'y consacrer de la R&D en dehors de nos développements en cours, confie-t-il. Les besoins financiers sont estimés à 9,5 millions d'euros. Donc, si vous avez de la thune et que vous n'avez pas quoi en foutre, abonnez-vous au Monde Moderne, devenez oligarque du Monde Moderne sur Patreon. Pour 30 € par mois, vous aurez un hoodie Le Monde Moderne, ça c'est la classe. Sinon, vous pouvez filer de la thune à Biomésis Pharma et son bleu de Prusse, ou sinon, vous pouvez vous acheter un abri anti-atomique, on l'a vu tout à l'heure, ça coûte pas si cher finalement, et c'est quand même le nec plus ultra, quoi. Après le jet privé, après le petit yacht, d'ailleurs, des yachts de croisière qui sont en train de se mettre en place, des croisières de luxe, où tu as des yachts à 10 places seulement, c'est le premium de la croisière. Donc voilà, il y a plein de façons de claquer sa thune. Si vous en avez et que vous n'avez pas quoi en faire, financez cette revue de presse du Monde Moderne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Pourquoi ? Parce qu'on va acheter du matos, parce qu'on va développer les formats, parce que je veux que ce média devienne un média incontournable dans cette campagne présidentielle, mais au-delà, parce qu'on a besoin de rire, on a besoin de chanter, on a besoin de danser, on a besoin de s'aimer dans un monde en fusion comme un réacteur nucléaire qui explosera. Non, c'est pas Claude François, mais ça pourrait. On pourrait. Oui, alors là, le pognon va globalement quand même dans les poches des mêmes, cabinet de conseil et leurs clients. C'est pas mal. Alors c'est sûr, si vous voulez stocker des trucs, pâtes, PQ, farine, tang, allez-y, c'est le moment ou jamais. Et alors, si vous n'avez pas d'abri antinucléaire, vous pouvez toujours creuser un trou dans le sol et vous mettre dedans. Voilà, c'est à peu près ce qu'on fait en ce moment. Et puis vous avez du GBH. C'est la drogue du viol. Un petit peu de drogue du viol, un peu de drogue antidépresseur et tout, et de la poudre de perlimpinpin. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 9h ou presque, une balade en ma charmante compagnie dans la presse oligarchique française pour comprendre un peu comment on nous parle. Et puis j'avais parlé de cerise sur le gâteau, le portrait de Gérard Larcher par Catherine Ney dans le JDD. Je ne résiste pas à ce petit plaisir, à l'envie fragile de vous lire le portrait de Gérard. D'abord, je vais vous mettre sa photo, parce qu'il est beau, parce que vous savez que c'est mon Pokémon préféré, Gérard. Enfin, mon politique préféré. Regardez, qu'est-ce que j'aime Gérard Larcher. Je l'aime d'amour. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. C'est Gérard. Ça veut Gérard. Tu peux te perdre où ? J'ai mangé la Constitution. Je dis que Macron n'aurait pas de légitimité. Oh, Gérard. Oui, je l'aime d'amour. Eh ben, chacun sa merde. Voilà, c'est comme ça.
C'est pas fini, restez, pour ceux qui peuvent. Ah, attendez, c'est quand même... Catherine Ney, c'est quand même la fine plume du JDD. Hein. Alors, le président du Sénat, sous Césaire Bonhomme, ne ménage guère Emmanuel Macron. Au Petit Luxembourg, résidence officielle des présidents du Sénat qui jouxte le palais, l'histoire imprègne les murs et enfièvre l'esprit. Marie de Médicis y logea Richelieu. Le premier consul Bonaparte y vécut avec Joséphine entre le coup d'État du 18 Brumaire et leur installation aux Tuileries. Son cabinet de travail, vaste pièce très claire, donnant sur un jardin privé enchanteur, est aujourd'hui le bureau de Gérard Larcher. Témoin de la présence du grand homme, un fauteuil en bois doré orné de 2 sphinx en accotoir. Une tapisserie avec son chiffre brodé, N, recouvre le dossier. On ne s'y assoit plus depuis longtemps, on le contemple. Pas le temps de rêver, l'actualité nous rattrape. Gérard Larcher vient de déclencher une polémique, ce qui n'est pas son genre. Président du Comité national de soutien à Valérie Pécresse, il a lâché au Figaro « S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. » Si l'on suit le raisonnement de ce gaulliste, cela voudrait dire que De Gaulle n'était pas légitime en 1965. La légitimité, ce n'est pas la campagne, c'est l'élection au suffrage universel. S'indigne Richard Ferrand, son homologue de l'Assemblée nationale, qui entretenait jusque-là les meilleures relations avec lui. Beaucoup de sénateurs, y compris chez LR, avouent leur gêne. Une déclaration inappropriée, mais pourtant tellement vraie. C'est dingue. C'est vrai que Macron, déjà, il est mal élu en 2017. Là, il nous refait une entourloupe en 2022. Twitter va même censurer les comptes qui remettraient en cause les résultats de l'élection. C'est déjà annoncé, c'est prévu, c'est la censure algorithmique. A priori, on ne sait jamais. Et là, GG nous dit, non mais attends, s'il déconne, il déconne. S'il n'a pas de légitimité, il n'en a pas. C'est vrai. C'est quand même une vaste esbrouffe. Eh ben non, là, tout le monde est gêné. Oh non, mais non, c'est gênant de dire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Non. Mais moi, je veux le portrait de Gérard. C'est nul, ça. Un président du Sénat ne devrait pas dire ça. A répliqué sèchement Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. On le sentait agacé. Alors, puis les macronistes, ils font un peu leur Calimero parce que visiblement, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Ça avantage les autres candidats. En même temps, Macron, il est sur toutes les télés, tous les instituts de sondage le mettent à 58, 70%. Ça suffit, Calimero, tu vas arrêter de te plaindre. Tout le monde t'aime. Alors arrête de dire que personne ne t'aime. Macron, c'est l'anti-Larcher. Le président est un élu sans territoire. Il n'aime pas les corps intermédiaires. Il méprise le Parlement et les élus locaux. Gérard, lui, est l'homme qui connaît le mieux le terrain. Il en a une approche charnelle et spirituelle. Ça, c'est Bruno Retailleau qui en parle si bien. Sénateur de Vendée, président le groupe LR au Sénat. Bon, il se dit son ami et son complice, c'est vrai. Nous incarnons 2 lignes politiques au physique, nous sommes un peu Laurel et Hardy, mais nous sommes très complémentaires. Et nous avons le même amour de la nature, des animaux et de la ruralité. Moi, j'habite toujours la ferme où je suis né. Dis donc. Un signe du mépris du président à l'égard des collectivités locales, comme Éric Zemmour, il n'a pas daigné venir répondre aux associations des maires qui avaient invité tous les candidats. Ah là là. Lui, Gérard, chaque semaine, une fois si ce n'est 2, épuisant ses collaborateurs, se rend dans un chef-lieu de canton à la rencontre des élus locaux. L'expression « train de sénateur » ne s'applique pas à lui. Sur place, il est l'attraction du jour. Il écoute, il prend des notes, il voit des gens. Porté d'engueulade, selon la formule. Infatigable à la chasse et au Sénat. Parce qu'il est rond, un visage empreint de bonhomie, avoue aimer la paix, détester se fâcher avec les gens et rechercher le dialogue avant tout pour trouver des solutions, on le caricature comme un mou, un indécis, un élixir de centriste. C'est vrai qu'il n'aime pas se découvrir, il le reconnaît lui-même. Quand il y a un truc compliqué, moi je fais le bœuf. Comprenez? Moi je ne bouge pas, j'attends de voir. Qu'est-ce que t'en penses? Interroge-t-il quand un événement survient. Il n'est jamais le premier à donner son avis. Qui n'a pas vu Gérard, ce fou de chasse, arpenter un champ de chaume, discuter pied à pied avec des agriculteurs, ne peut imaginer l'ampleur de son énergie et combien il aime cheffer, complète Retailleau. Ouais, dis donc, il y en a un qui aimerait bien devenir président du Sénat, j'ai l'impression. Dis donc, c'est quoi cette lèche là? Bon, non mais Pierre Charon confirme, sénateur de Paris. Souvent invité à la chasse personnelle à Rambouillet, du petit gibier. Il témoigne hilar. Gérard fait tout. Il dirige la chasse, donne les directions, distribue les rôles. Il rabat, il tire aussi. Très bien.
Puis on change de secteur, il conduit sa bétaillère sans ouverture à l'arrière. On se retrouve à 10 dans le noir, secoué comme des pruniers. Il roule comme un fou. À la fin de la journée, il est toujours en forme, infatigable, insatiable. Et moi, je suis claqué, moulu. Ah, les GG, c'est un peu comme Gérard Depardieu, quoi. Gérard Larcher, Gérard Depardieu. Même combat, j'espère qu'il n'aura pas d'accusation de viol. Enfin voilà. Avant la politique, il a eu une vie. Ah oui, natif de l'Orne. Enfant hyperactif, pas facile à gauler, comme disait son père, bien aimé, industriel dans le textile, maire de son village, envoyé en pension chez les jésuites eudistes à Caen, il dit avoir beaucoup souffert la première année de cette séparation familiale, mais il a découvert la convivialité, le partage. Il était chef de classe et une passion pour le rugby. Ah, j'en aimais l'esprit collectif, j'étais pilier. Passionné de chevaux, son père lui fait découvrir l'équitation. Il l'accompagne aux courses à Deauville, où ce dernier était juge aux allures du trot. Ce qui aiguise l'observation du jeune Gérard. Un temps, il s'est lancé dans le concours hippique. On lui fait remarquer qu'il est rare qu'un pilier de rugby soit en même temps un cavalier de concours, deux sports qui nécessitent des morphologies bien différentes. C'est vrai, je montais lourd. Il est ensuite diplômé de l'école vétérinaire de Lyon. Il fait son service militaire dans la garde républicaine. Et puis, il devient médecin vétérinaire. Voilà. C'est long. En 86, il est élu sénateur. Il a 36 ans. En 86, il est élu sénateur. Nous sommes en 2022. Une vie de sénateur, c'est beau. Voilà. Voilà. Larcher aime rappeler qu'il est le deuxième personnage de l'État dans l'ordre de succession et le troisième dans l'ordre. Je trouve que ce portrait n'est pas à la hauteur. Je suis désolé, Catherine, tu m'as beaucoup déçu. Ça commençait bien et puis finalement, on sent pas d'amour immodéré de Gérard Larcher, à part Retailleau qui essaye de se placer pour la présidence du Sénat. Mais sinon, globalement, je trouve ça triste. On aurait pu faire mieux. Comme on aurait pu faire mieux cette revue de presse, mais que voulez-vous, la vie étant ce qu'elle est, les réseaux aussi de l'Internet mondial étant ce qu'ils sont, la connexion n'est pas la meilleure qu'on ait jamais eue, mais nous avons tenu 1h30 qu'un chevauchant les articles de la presse d'oligarques. Et voilà, à 36 ans, il devient sénateur pendant 36 ans. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est un life goal quand même, hein. La vache. Alors, je sens qu'il y a un débat qui est encore là, quoi. Je pense que le problème ne vient pas du féminisme, il vient du communautarisme. En fait, vous avez une vie parallèle dans le chat. Voilà, chez Silaosa, mais je suis pas abonné, je sais pas où c'est. Je vais chercher, on fera ça. Allez, à demain les copains. Prenez pas tout ça trop au sérieux parce que quand même là ça devient vraiment n'importe quoi entre la guerre nucléaire, les pastilles d'iode, les yeux dans les yeux d'hôpitaux. J'espère que vous avez fait plein de clips de cette revue de presse que vous allez partager sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait des bons moments, hein, il y avait des moments un peu chiants, mais globalement il y avait des bons moments. Faut dire qu'on est gâtés en ce moment, hein, voilà. Une pensée pour tous ceux qui sont sous les bombes, c'est la guerre, les Ukrainiens et ces pauvres bidasses russes de 19 ans qui n'ont rien à foutre dans des chars. La vie ne vaut pas d'être vécue si c'est pour faire la guerre. Allez, bonne journée, à demain et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On aime, on partage sans modération, comme un petit plat de perdreau, quelque chose comme ça qu'on pourrait manger à la volée. Et PAM ! Sans légitimité, pas de président. Merci Gérard. Allez, ciao, à demain.